Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. La nouvelle génération est à l'honneur aujourd'hui dans Smartech. Alors d'abord celle des startups qui espèrent se faire une place dans le monde du jeu vidéo. Nous verrons par quel bout elles attaquent ce marché, quelles sont leurs promesses également. Ce sera le rendez-vous Launchpad avec Marwan Elfites de Station F dans quelques instants. Ensuite, je vous propose le portrait incarné d'une nouvelle génération qui veut faire avancer les technologies pour construire le monde de demain. Vous découvrirez en plateau de jeunes Business Angels. Ils sont dans le top 10 des investisseurs de moins de 35 ans. Ils nous raconteront comment ils se sont lancés et la manière dont ils perçoivent leur rôle, notamment auprès de la French Tech. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business. On aura des chiffres marquants sur 2020 et des perspectives pour la nouvelle année. Avant de conclure par une innovation dans le domaine des exosquelettes. Mais d'abord, donc, place au Launchpad. C'est parti pour notre séquence Launchpad, un rendez-vous qui est vraiment dédié aux startups qui démarrent, qui attaquent des marchés. Bonjour Marwan Elfites. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Startup chez Station F. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le jeu vidéo, le secteur du divertissement qui est un des grands gagnants de 2020. Exactement. L'industrie est énorme, une croissance à 2 chiffres. Je pense que vous y reviendrez tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que même des gros acteurs qui n'étaient pas extrêmement présents sur le marché, ils sont allés. On parle d'Amazon, on parle de Google, même Microsoft sur des formats assez particuliers de cloud gaming notamment. Et puis l'année dernière, c'est aussi l'année de naissance d'une nouvelle licorne française dans le domaine du jeu vidéo, avec Vodoo notamment dans l'hyper casual gaming. Alors comment cette croissance du jeu vidéo arrive à se faire une place au sein de Station F? Comment les startups peuvent attaquer ce marché? C'est une industrie qui est très importante pour nous parce qu'elle influence énormément les autres secteurs. Il y a beaucoup de tendances qui sont nées au sein de l'industrie du jeu vidéo qu'on retrouve dans la medtech, qu'on retrouve dans les SaaS de productivité. On va retrouver notamment la réalité mixte, on va retrouver l'intelligence artificielle, on va retrouver la reconnaissance faciale et vocale. Le jeu vidéo a un impact considérable. Alors nous, depuis le premier jour, on a eu la chance d'avoir Ubisoft, qui est notamment présent par le biais d'un programme, qui est l'un des plus gros acteurs, développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Et puis les tendances qu'on va voir, on va voir des éditeurs de jeux vidéo, des startups de jeux vidéo indépendants, on va avoir des solutions qui favorisent, qui mettent en place une meilleure distribution de jeux vidéo à travers des solutions de cloud gaming notamment, et puis des solutions qui aident les développeurs ou les animateurs à construire plus facilement leurs jeux vidéo. Et alors là, on va s'intéresser au cas particulier de Kinetix qui a levé 500 000 €. Exactement. Alors Kinetix, c'est une solution SaaS, très jeune. Ils ont 2 fondateurs, Yacine et Henri, ils ont lancé la boîte il y a moins d'1 an. Ils ont levé 500 000 €. Ils sont passés de 2 à 8 personnes. Alors, ce que fait Kinetix, c'est une solution SaaS à destination des animateurs 3D, donc dans l'industrie du jeu vidéo. Donc SaaS, Software as a Service. Solution B2B accessible. De location du service à distance. Exactement, accessible sur un navigateur. À destination des animateurs 3D, donc dont les studios de jeux vidéo, mais aussi animation ou médias au sens large, qui va permettre d'extraire un modèle 3D à partir de n'importe quelle vidéo. Donc, par exemple, vous pouvez filmer une personne en train de danser, vous importez la vidéo sur la plateforme et vous allez pouvoir en tirer un modèle 3D avec les mouvements du danseur, sans à aucun moment avoir recours à des sessions de motion capture, par exemple. Et comment ça s'applique aux jeux vidéo? Il y a beaucoup d'animateurs 3D et c'est un temps assez chronophage pour eux de dupliquer, de répliquer des mouvements, et à travers des simples vidéos, vous pouvez avoir des modèles 3D que vous pouvez directement appliquer. D'accord. Et alors, quel est leur niveau d'avancement aujourd'hui sur cette technologie? En phase de prototypage pour l'instant, et ce qui est super passionnant lorsqu'on s'intéresse à Kinetix, c'est un peu la jeunesse du projet cette dernière année. En 1 an, comme je disais, ils sont passés de 2 à 8 personnes, ils ont levé 500 000 €. Et il y a 1 an, ils ne se connaissaient même pas, les 2 fondateurs, donc Yacine et Henri. Et ils sont venus à Station F sans aucune idée, ce qui est assez, Comment c'est possible, ça? assez particulier. En effet, 98% des startups que vous avez trouvées sur le campus, elles sont sélectionnées sur un prototype, sur un projet. Alors eux, ils ont participé à un programme qui est assez particulier, qui s'appelle Entrepreneur First. C'est l'un des 30 programmes du campus. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un startup studio. Alors ce programme, la genèse est née à Londres. C'est un programme qui est londonien à la base. Ils se sont étendus en Europe, à Paris et Berlin, à Paris et Station F. Alors Startup Studio, c'est qu'ils ne sélectionnent pas du tout des startups, mais ils sélectionnent des talents. Donc ils vont sélectionner par promo une 60aine de personnes, avec en gros 2 profils types. Des chercheurs, des profils scientifiques, donc des doctorants, et puis des personnes qui ont plus un background business, une spécialité sur un métier ou sur une industrie. Qui ont déjà monté des boîtes ou pas du tout? Pas du tout, pas forcément. Certains sont des entrepreneurs en série, d'autres ont des compétences, et l'idée justement c'est de provoquer la flamme entrepreneuriale chez des profils qui peuvent être entrepreneurs mais qui n'en ont pas conscience, notamment les chercheurs. D'accord. Et donc après, vous créez des binômes? Exactement, c'est tout l'enjeu et c'est la grande force d'Entrepreneur First, c'est de cette capacité à faire matcher des couples, donc des couples hétérogènes. Donc un scientifique doit se matcher avec une personne qui a
un profil business. Et autour de quel projet alors? Parce que si on arrive comme ça juste en disant moi je pense que je suis un bon entrepreneur mais j'ai pas d'idée. Mais c'est tout l'enjeu. Alors, les premiers jours sont dédiés à la rencontre entre les personnes qui doivent se séduire mutuellement finalement. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière c'était en full confinement, donc tout s'est passé en ligne, ce qui a rajouté une petite couche d'enjeu. Donc à travers un dashboard digital, des événements en ligne, les personnes se présentent, se rencontrent et présentent surtout leur background et leur spécialité. Et à partir de là, le fit humain se fait, la rencontre se fait, et ensuite, à travers les personnalités et les passions et les compétences, un projet va commencer à se définir. Et donc, Kinetic, c'est né comme ça. Exactement. Alors, Yacine, qui est le profil business, a un parcours plus dans l'accompagnement des startups. Il était dans l'écosystème avant, il accompagnait des startups en France, au Maroc, notamment dans la levée de fonds. Quant à Henri, il a un écosystème du jeu ou pas du tout? Au sens large, dans l'écosystème startup au sens large. Et quant à Henri, il était notamment spécialisé deep learning dans l'animation 3D, ce qui amène quand même pas mal à la réflexion. Il a bossé chez Dassault Systèmes juste avant. Et donc la rencontre s'est faite là-dessus. Et après, effectivement, une fois que vous rencontrez la bonne personne, il faut voir la passion qui va en découler. Et donc, ils rédigent un projet et ensuite, ils vont vous le présenter. Ils vont leur présenter à leur programme, du coup, Entrepreneur First. Et en fait, effectivement, une fois que le binôme s'est créé, l'enjeu, ça va de trouver le projet. Et donc, lorsqu'une première idée commence à éclore, ils vont, du coup, interroger les futurs clients potentiels. Donc, ils sont allés interroger des animateurs dans des studios de jeux vidéo, animateurs aussi dans l'animation au sens large. Ils ont essayé de découvrir et de penser, finalement, les problèmes auxquels ces personnes sont confrontées. Et la question des tâches d'animation, de la création de contenu 3D est arrivée. Et puis à partir de là, ils ont commencé à prototyper, avoir des bêta-testeurs et pour affiner le produit. Et ça, ils ont combien de temps dans ce programme Entrepreneur First pour travailler ce produit, cette idée? Alors, ils ont 3 mois entre le moment où ils arrivent. Ils doivent créer ensuite une équipe, un prototype. Et à la fin du programme, ils doivent pitcher leur projet devant le comité d'Entrepreneur First qui va décider d'investir ou pas dans le projet. 3 mois, c'est court. Et l'investissement est à hauteur de combien? Autour de 90 000, 100 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un vrai déclencheur, un premier amorçage pour l'entreprise. Et l'étape d'après, donc, c'est d'aller trouver des investisseurs. Et ça fait le lien avec la suite de notre rendez-vous sur les nouveaux Business Angels qui doivent regarder de près ce que vous faites à Station F. Merci beaucoup, Marwan Elfites, responsable des programmes Startup du plus grand incubateur d'Europe, qu'on retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle thématique. Nous, c'est l'heure de notre talk avec donc cette nouvelle génération de Business Angels de moins de 35 ans. Ils ont moins de 35 ans et sont entrés dans le top 10 des jeunes business angels qui soutiennent la French Tech. Alors, sont-ils pour autant différents de leurs aînés? Je vous propose d'apprendre à les découvrir à travers ce talk avec Thomas Rebaud, cofondateur et CEO de la start-up Miro, qui est une place de marché de photographes indépendants, si je schématise. Et à côté de cette activité, Thomas Rebaud, vous êtes business angel et le montant total de vos investissements en start-up depuis le 1er janvier 2019 s'élève à 790 000 euros. Vous êtes le numéro 1 d'ailleurs du top 10 que j'ai cité. Charles Baldet, vous êtes commercial grand compte chez NeoBrain, qui est une société qui utilise l'IA pour la gestion de compétences. Et vous avez commencé à investir à l'âge de 21 ans. C'était il n'y a pas longtemps, puisque vous en avez 25. Et le montant de vos investissements depuis janvier 2019 s'élève à 185 000 euros. Également avec nous en visio, Charles Degan, président cofondateur d'Angel Square, qui est spécialiste du financement des startups en amorçage. Son équipe accompagne 75 startups par an dans leur levée de fonds. Et Angel Square est l'auteur avec les Échos de la publication du top 10 des business angels français de moins de 35 ans en 2020. Et donc, Thomas et Charles, vous avez compris, en font partie. Alors, on va commencer avec vous d'ailleurs, tiens, Charles Degan d'Angel Square, sur ce top 10. Donc, vous faites ressortir 10 profils importants aujourd'hui dans le monde de l'investissement et qui ont moins de 35 ans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en a de plus en plus aujourd'hui en France? Bonjour à tous. Jeunes business angels. Alors écoutez, oui, on constate en effet la multiplication de profils nouveaux de business angels. Quand je dis nouveaux, c'est donc des profils plus jeunes qui sont en fait directement liés à l'essor de la French Tech de ces dernières années.
puisque comme vous l'avez vu avec les invités de votre plateau, ce sont des gens qui viennent eux-mêmes de cet univers-là, et en fait ils sont soit entrepreneurs, soit ils ont travaillé dans des startups de la French Tech, et donc c'est pour ça que c'est un phénomène récent, parce que la French Tech finalement est assez récente, et donc les business angels qui en sont issus le sont aussi. Donc ouais, il y a un vrai chamboulement en ce moment dans le monde des business angels français, et c'est ça qu'on a voulu faire ressortir en faisant le classement des business angels de moins de 35 ans avec les Échos. Alors, on va leur donner la parole. Thomas Rebaud, je vais citer les startups que vous avez financées à titre personnel depuis 2019. Il y en a 13, donc je vais aller un petit peu vite, mais Mantra Health, Lito, Meltdown, Hubble, Livestorm, Etyp, Freshly, Franklin Pet Food, Colisée, Etyp, Pulp, Willink, Sherwood. Est-ce que vous vous rappelez d'abord ce qui vous a séduit chez chacune d'entre elles? À quel moment vous vous êtes dit, là j'y vais, j'investis? C'est pas aussi impulsif que ça, mais concrètement, quand tu vois une boîte, tu commences par regarder le mec. Il y a beaucoup Ou la de personnes nana. qui lèvent des fonds en ce moment. Oui, merci de me corriger. Ou la nana. Et il faut chercher quelqu'un qui a un peu de peps, quoi, pour commencer. Et ensuite, tu regardes la taille de marché, si la boîte fait sens, etc. Et puis tu vas. L'investissement, ça peut se faire en un jour, sur les boîtes qui ont vraiment un truc en plus. Après, tu n'as pas de moment de génie sur lequel tu te mets à investir. 90%, c'est le mec. C'est pas un coup de foudre, quoi. On réfléchit, on étudie le marché. Ouais, faut apprécier vraiment particulièrement la personne. Donc une rencontre quand même. Ouais. C'est une rencontre, ouais. Et est-ce que vous avez des secteurs de prédilection? Ça semble assez large. La tech, ouais, a priori. D'accord, ouais, donc c'est large. Surtout la marketplace. Mais j'ai fait pas mal de trucs sur pas de la marketplace. En fait, le truc, c'est qu'avoir une idée, c'est assez simple. Donc on a tous des idées en se réveillant le matin, etc. C'est vraiment l'exécution qui compte. Et passer, quand tu investis sur des valos tech, donc les boîtes valent 10-20 fois leurs revenus, des trucs qui sont très très loin de la réalité par rapport aux valorisations normales d'entreprise. Et donc c'est des mecs, tu vas rentrer, ils font 0 de revenus ou ils font très peu de revenus et ça vaut 10 millions. Bon. Donc ça veut dire que quand tu rentres, tu dis cette boîte peut valoir à un moment donné entre 100 et 200. Et donc pour qu'une boîte vale entre 100 et 200, il faut vraiment que le mec, indépendamment de l'idée qu'il a et du marché, soit particulièrement fort. Et donc tu cherches un mec, ou une fille, pardon, quand je dis un mec, c'est généraliste. Voilà, et donc ça se joue là-dessus. Ouais. Et à plus, sur la tech, il y a besoin d'investissements plus importants. C'est quand même peut-être un pari encore plus risqué. C'est serpent qui se mord la queue. Comme tu paries qu'il peut valoir 100, 200, 500 et plus millions d'euros et que le play, c'est que ça se fasse en 5 ans, 4 ans, 7 ans, il faut mettre de l'argent. Donc soit tu montes une boîte avec 500 euros, et ce que, au demeurant tout aussi méritant, et progressivement tu recrutes, etc., mais du coup ça prend 15 ans. Soit tu te dis je vais lever 500 000 euros, puis 2 millions, puis 20 millions, puis etc., et tu peux le faire en 4 ans. Mais ça veut dire effectivement qu'il faut beaucoup de cash, qu'il y a des tours qui suivent, etc. Donc c'est trouver la bonne personne qui est capable de lever de l'argent, d'être sur un bon secteur, d'exécuter, qui connaît le produit, les ventes, les opérations, etc. Et c'est pas ultra fréquent. Alors Charles Baldet. Ok, on va revenir à cette histoire. Charles Baldet, je vais citer aussi les startups dans lesquelles vous avez investi à titre personnel, où il y en a 4, ça va un petit peu plus vite. Estimeo, We Do Good, l'anglais, oui, Bloodstock et Bonanza. Comment est-ce que vous êtes devenus business angels? Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire très personnelle que moi je connais un petit peu en préparant cette émission, mais je la trouve intéressante? Oui, tout à fait. Alors, pour remettre les choses dans son contexte, j'ai commencé à entreprendre très jeune. Et en montant ma start-up, je me suis rendu compte que je manquais de maturité, de réseau et aussi de compétences, parce que j'ai arrêté mes études pour monter cette entreprise. Vous aviez quoi, 20 ans? Ouais, j'avais 20 ans, exactement. Et donc, pour moi, un des bons moyens d'acquérir finalement tout ce qui me manquait, c'était d'investir dans les startups pour puiser un peu dans ce que faisaient les autres, à la fois l'énergie, mais aussi le réseau et leur influence et les bonnes pratiques qu'ils avaient en interne. C'est une démarche assez originale quand même. C'est une démarche originale. On dit qu'il faut faire du réseau, inviter les gens à déjeuner. Non, vous vous dites, tiens, je vais devenir business angel. Ouais, c'était un pari qui, aujourd'hui, je pense, je peux dire qu'il est réussi, puisque lorsque j'ai arrêté mon activité entrepreneuriale et que j'ai décidé de venir à Paris, c'est d'une part grâce aux startups dans lesquelles j'ai investi, qui m'ont poussé en me disant c'est là-bas qu'il faut que tu te rendes.
Et d'autre part, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job, puisque le réseau que j'avais pu trouver et venir enrichir ce que j'avais déjà comme réseau m'a permis très rapidement d'accéder à des postes qui me rémunèrent bien aujourd'hui. Donc il y en a qui payent une école de commerce et il y en a qui investissent dans des startups. Après, ça dépend des cartes qu'on a en main. Moi, c'était avec le capital de départ que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Ouais, d'ailleurs, vous le dites, c'est pas seulement un investissement en argent, c'est un investissement pour soi-même. C'est un investissement pour soi-même. Et puis bon, il y a tous les à côté. C'est-à-dire qu'on investit du temps en dehors de l'espace de travail pour faire bénéficier aux startups du réseau et de toutes les choses qu'on pourrait leur transmettre. Bon, et puis le Business Angels, il a aussi un autre rôle. Comment vous percevez ce rôle de Business Angels, vous ? Alors, 9 fois sur 10, on fait absolument rien. Il faut quand même s'en rendre compte. Il y a un entrepreneur qui travaille, surtout au début, 19 heures par jour et qui de temps en temps peut piquer 2-3 questions sur les sujets que le Business Angel va connaître. Mais dans l'ensemble, quand tu fais une levée de fonds ce qui s'appelle en seed, en premier tour, en amorçage, tu lèves avec 16 Business Angels et t'as pas forcément envie de leur parler tous les jours de toute façon, donc t'as un peu de travail. Donc en réalité, la plupart du temps, on fait pas grand-chose. Moi, j'ai pas mal de boards, j'en ai 5 ou 6. Et donc là, effectivement, quand tu participes ce qui s'appelle un conseil d'administration, on se connaît pas vraiment au début parce que c'est trop petit, là, il faut que tu t'impliques. Donc tu vas avoir des réunions tous les mois ou tous les 3 mois selon la maturité de la boîte. Ces réunions, elles durent entre 2 et 4 heures. Et là, le but du jeu, c'est... C'est quand même un gros investissement en temps également, là. Ouais, ça fait quelques heures par semaine. Mais ça aère l'esprit, ça a vraiment du bon. D'abord, tu apprends plein de trucs, tu apprends d'autres façes de faire sur des secteurs très très proches du tien. Donc tu dis, tiens, lui, il n'a pas développé, il a pas mis cette feature en premier, mais il a mis la seconde. Tiens, il n'a pas géré ses vendeurs de la même façon, tiens, etc. Donc tu apprends quand même pas mal de choses, ou en tout cas d'autres façons de faire. Et ensuite, ça aère vraiment l'esprit. Tu es toute ta tête dans ton truc, toute la journée ta tête dans ton truc, et tu vas 2 heures regarder un autre sujet, un autre problème. Voilà, mais mis à part la présence en board, auquel cas là, faut creuser. Et en gros, tu as fait 4-5, moi ça fait 7-8 ans que je fais ça. Et bah, tu dis, bon, ça je l'ai fait 3 fois, ça marche pas. Donc mis à part ces moments-là, donc, auxquels tu t'investis sciemment dans une boîte, la plupart du temps, tu n'as pas un investissement majeur. Mais vous vous rendez compte quand même que vous avez un rôle important, justement, je ne dirais pas de droit de vie ou de mort sur une start-up, mais l'argent que vous mettez ou que vous ne mettez pas sur un projet peut changer les choses. Oui, alors après, les beaux projets dans lesquels on tente de rentrer, en général, ça pousse la porte, plus ça tape à la porte plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on est plutôt 20 à vouloir rentrer, et puis il y a 7 personnes qui vont pouvoir mettre de l'argent. Dans ce sens-là, en général, c'est bon signe. Maintenant, oui, la plupart des boîtes dans la tech, tout simplement parce que dans la tech, il faut faire de la tech, et que ça, c'est de la perte d'argent pure. Il faut prendre 6 développeurs, 3 produits, 2 design, etc. Si personne ne met d'argent, il n'y a plus de boîte. Ouais. Donc, oui, je n'ai pas vu ça comme ça, mais il y a un peu un droit de vie. Oui, quand même. Ouais. Charles de Gand, quand vous voyez arriver cette nouvelle génération, vous dites là, j'ai vraiment des nouveaux profils de business angel un peu différents, qui peuvent venir du monde de la start-up, mais qui peuvent aussi être des salariés, des employés. D'ailleurs, maintenant, Charles Daguet, vous êtes... Charles Daguet, oui, parce que vous êtes 2 Charles. Vous êtes un employé. Charles Baldet, du coup. Vous êtes employé. Oui, je suis employé. J'ai pris... Et je voulais faire réagir, en revanche, Charles de Gand, sur cette question de ces nouveaux profils d'investisseurs. Oui, tout à fait. Qu'ils soient entrepreneurs ou employés dans des boîtes tech qui fonctionnent bien, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils partagent l'esprit business angel, en fait. Et c'est cet esprit business angel qui rend les business angels extrêmement importants, je trouve, pour la French Tech. Cet esprit business angel, c'est quoi? C'est en fait ce que décrivait Thomas, c'est-à-dire donner un peu de temps, partager de l'expérience, aider l'entrepreneur sur des sujets concrets qu'il va rencontrer au quotidien. Donc là, typiquement, Thomas, il a parlé du sujet de, je sais pas, structurer une équipe commerciale dans la start-up. J'imagine que c'est un truc qu'il a fait longtemps chez Miro. Voilà, il peut partager cette expérience avec des entrepreneurs qui en auront besoin. Et en fait, qu'on soit le créateur de l'entreprise ou un des salariés clés, dans tous les cas, on aura cette intelligence et cette connaissance qu'on pourra partager avec l'entrepreneur. Et donc c'est en effet des profils très fréquents chez les nouveaux business angels et très recherchés par les entrepreneurs qui adorent échanger avec ces gens-là, en fait. Alors, nouveau profil. En même temps, on ne trouve que 2 femmes dans ce top 10, que je n'ai même pas réussi à avoir en plateau, d'ailleurs. Ouais. Alors, si je peux répondre, en effet, il y a peu de femmes. En l'occurrence, il y en a une dans le top 10. Mais en fait, c'est proportionnel.
Bon. Une ou deux, ouais, mais en Ouais. tout cas, c'est proportionnel au nombre de femmes entrepreneurs finalement. On le voit dans le classement, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est quasiment tous des créateurs d'entreprises. Et il se trouve que nous, dans toutes les boîtes qu'on finance chez Angel Square, bah, il y en a peut-être entre 20 et 30% qui sont montés par une ou plusieurs femmes. Donc ça se retrouve là en fait. C'est mathématique quoi. Mais je pense que dans les années qui viennent, ça changera puisque la proportion des femmes entrepreneurs augmente petit à petit quoi. Charles, comment vous investissez, vous, en moyenne entre 10 000 et 20 000 euros? Ouais. Comment est-ce qu'on trouve l'argent? Alors, quand on se lance à 21 ans, comme ça, on se dit, je vais devenir business angel, il faut encore avoir le portefeuille. Ouais, bon, là, il y a effectivement des choses qui sont liées à la famille. Et puis, j'ai gagné un petit peu d'économie en travaillant dans ma première aventure entrepreneuriale. J'ai réussi aussi à racheter une boîte et à faire une belle sortie. Donc, c'est comme ça qu'on va investir les premiers deniers dans les nouvelles tech. Et en même temps, ce sont des petits tickets, finalement. Et en même temps, on regarde ce que peuvent faire les autres. Oui, ce sont des petits tickets, mais c'est lié à mon portefeuille, encore une fois. Et j'ai toujours besoin d'être employé pour vivre. Hein. Je suis pas rentier du tout. Donc, c'est aussi pour ça que je mets des petits tickets. C'est proportionnel à ce que j'ai. Et quand on met des petits tickets, donc, est-ce qu'on a accès quand même à des boîtes un peu importantes? On peut s'inscrire dans des projets plus ambitieux? C'est différent. Pour le coup, on a accès à des startups qui sont très early stage, donc au début de leur vie. Et c'est pour ça que je suis très actif en tant que business angel. Et au-delà de simplement aller au board ou de participer aux réunions lorsque ce sont les fondateurs qui me le demandent, je vais leur partager aussi, moi, mon réseau et tous les clients que je pourrais trouver chez NeoBrain avec qui il y aurait un fit avec une des startups, je leur en fais bénéficier. Donc je trouve que c'est une bonne combinaison d'être à la fois commercial et en même temps business angel, puisqu'on devient un peu un VRP multicarte à la fin sur notre temps perso, bien entendu. Et c'est un peu un deuxième boulot. C'est un peu un deuxième boulot, mais c'est un vrai plaisir. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo et il y en a d'autres qui passent un peu de temps avec leur start-up en se disant que ça va bénéficier aussi à l'argent qu'on a mis dedans. Thomas, est-ce que vous avez un prisme particulier quand vous regardez les projets? Est-ce que vous sentez que vous faites de l'investissement un peu différemment de ce qui a été fait jusqu'ici? Pas du tout. Ce sentiment d'appartenir à une nouvelle génération, vous le ressentez? Non. Non, je me suis jamais vu comme une. D'abord, je suis un peu plus âgé que Charles. Il a Oui, 25 bon, ans, j'ai ça 33. Non, je suis dans ce secteur depuis 8 ans. Je m'y suis fait concrètement. Après, est-ce que je regarde les choses différemment? C'est-à-dire qu'un investisseur de 40 ans. Ou 50 ou 60 Disons que je suis beaucoup plus proche du sujet. C'est-à-dire que la tech, en France, ça existe depuis 5 ans, 7 ans max. Les tickets avant, on faisait un seed de 200 000 euros. Il y a 7 ans, c'était incroyable. Maintenant, tu fais un seed de 200 000 euros, c'est un peu le truc normal. C'est plutôt 1 million, quoi. Donc la tech, elle a 5-7 ans, plutôt 5 que 7. Et donc les investisseurs un peu plus âgés, ils n'ont pas accès à la connaissance qu'on peut avoir, nous, maintenant. Par notre expérience personnelle. On utilise Snapchat, etc. Enfin, juste ce qu'on fait au quotidien, les softwares, etc. Et 2, parce qu'on a monté nous-mêmes, qui est vraiment des purs enfants de la tech. Donc on n'a probablement pas le même regard, ni la même façon de regarder les chiffres, ni la façon de se comporter, etc. Ça, c'est à peu près certain. Après, est-ce que je le ressens? Non, parce que j'ai pas beaucoup d'investisseurs depuis 40 ans, donc au final, je suis avec des gens qui me ressemblent. Donc vous êtes un petit club à vous tout seul. Et vous avez le sentiment d'impulser un nouvel état d'esprit par rapport aux aînés que vous croisez? J'espère en tout cas. Après, chacun commence dans la vie avec ce qu'il a. Moi, j'ai la chance d'avoir des économies. Je ne sais pas si d'autres jeunes ont cette opportunité. Il faut dire que beaucoup, à mon âge, remboursent leurs prêts liés aux études. Donc bon, j'espère pouvoir montrer que investir même des petits tickets au travers de plateformes de crowdfunding, ça peut bénéficier, notamment ouvrir un peu les chakras, la curiosité, et puis en apprendre plus sur la tech, ce qui peut aussi amener les jeunes à se projeter dans le milieu, dans l'univers de la start-up et plus du monde corporate. Charles de Gand, on ne va pas faire comme si on était dans un contexte normal. On est dans un contexte de crise sanitaire majeure. Pourtant, on voit des jeunes qui continuent à y croire, qui investissent. Ça a changé quelque chose quand même, cette crise Covid-19?
Alors finalement, ça n'a pas changé grand-chose pour ce qui est des business angels et du stade de maturité auquel ils s'adressent, en l'occurrence l'amorçage. En fait, c'est ce qu'on a constaté. Hein. Alors, en effet, pendant le premier confinement, on a eu peur. On s'est dit, zut, est-ce que tous les business angels vont déserter et est-ce qu'il va plus y avoir aucune levée de fonds? Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'amorçage a suivi son cours normal, on va dire, enfin normal, celui qu'il a depuis quelques années. Et en fait, moi, je pense que c'est parce que ça s'explique simplement, c'est que les business angels sont des gens qui aiment le risque, sont des gens qui investissent dans des boîtes de toute façon très risquées parce que très jeunes, et sont des gens qui voient des opportunités dans des crises. Et on a vu que les secteurs d'activité recherchés par les business angels après le premier confinement ont un peu évolué. C'est-à-dire que nous, on avait fait un sondage auprès de toute notre communauté de business angels, et ils nous ont dit qu'ils allaient rechercher des business models un peu plus rentables, des boîtes qui allaient cramer moins d'argent, etc. Mais ils sont restés actifs parce que je pense que c'est des gens qui ont ça dans le sang et qui s'arrêtent pas à une petite crise sanitaire, quoi. De toute façon, les liquidités sont disponibles. C'est-à-dire que le cash a déjà été élevé, que ce soit auprès des fonds d'investissement qui font du seed A, B, C, ou auprès des entrepreneurs qui ont fait des reventes, sur lesquelles il y a des fiscalités qui vous incitent sur les 2 à 3 prochaines années post-revente à investir. Donc en réalité, indépendamment de la crise, il y a une obligation de réinvestissement des liquidités, de par des lois, etc., qui n'a pas bougé. En revanche, ça change peut-être l'accompagnement qu'on doit faire auprès de ces startups. Ah, ça peut-être. L'investissement peut changer, mais la nécessité d'investir, que ce soit auprès des fonds d'investissement ou des business angels, il ne change pas en fonction de la crise. Et alors, je parlais de cette nouvelle génération que vous représentez. Comment vous percevez le rôle des pouvoirs publics dans l'investissement dans la French Tech? Alors, on peut être très critique de l'État. S'il y a bien un truc qui a été bien fait depuis probablement 5 ans également, c'est la volonté. Je ne sais plus qui a commencé ça, si c'est Hollande, Sarkozy. On ne va pas faire de politique ici. On ne va pas faire de politique. C'est la volonté des pouvoirs publics de mettre en avant l'écosystème, ce qu'on appelle start-up du coup. Et ça passe par la BPI qui a reçu des milliards d'euros à injecter dans l'économie, mais vraiment à coup de dons de 20 000, 30 000, 50 000 euros, quasiment sur dossier à moitié fini. Ils ont financé le truc, quoi. Ça passe par la fiscalité qui a complètement changé, qui a incité les personnes en possession de moyens financiers à les investir, etc. Et ça passait par la création de la French Tech, de labels, de mise en avant par les pouvoirs publics à la télévision, dans les journaux, etc., à l'étranger de cet écosystème, qui fait qu'aujourd'hui, c'est presque devenu chouette d'être entrepreneur, alors que donc on sort d'école, entrepreneur, il y a une bonne image de marque, on a envie de le faire, etc. Alors qu'il y a 5, 7, 8 ans, je sors d'école il y a 8 ans, moi, c'était pas chouette du tout, c'était risqué, les parents voulaient pas, etc. On allait plutôt en cabinet de conseil, pour ceux qui sortaient d'école, ou ce genre de choses. Et ça a complètement changé. Et il y a eu clairement un investissement de l'État sur ce changement de mindset. D'accord. Et demain, son rôle, quel rôle doivent tenir les pouvoirs publics selon vous ? Bon, pour le coup, je vais revenir sur ce qu'a dit Thomas. Moi, je suis un peu plus réservé. Alors, effectivement, c'est une bonne chose, je trouve, d'injecter de l'argent, mais le terme sous-perfusion, c'est un peu ce qui correspond à ce qui a été fait durant les dernières années. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'investir dans des startups qui ont peu ou pas de dossier. Par contre, à un moment donné, ça peut être préjudiciable pour les entrepreneurs puisqu'ils peuvent tout quitter. Alors, moi, ça a été mon cas. J'ai tout quitté pour monter ma startup. J'étais backé par mes économies personnelles. Par contre, ceux qui démarrent dans la vie n'ont pas toujours ses économies personnelles, et quand on reçoit de l'argent, que ce soit un prêt ou autre, il faut s'engager à un moment donné à le rembourser. Ce sont des subventions, mais c'est un dû quand même. Et donc ça peut mettre les entrepreneurs dans des situations un peu complexes. Quid de est-ce qu'on va trouver un job facilement par la suite si on veut redevenir salarié? Pour le coup, je pense que c'est une bonne chose parce que dans la tech et même dans les grands groupes, on recherche des profils dits atypiques. Quand on a été entrepreneur, par définition, on est un profil atypique en sortie d'études. Mais oui, pour toutes les autres choses, que ce soit les passes French Tech, la visibilité à l'international, c'est une formidable... Vous dites attention à la dépendance. Et puis, surtout, au moment du grand saut, c'est qu'après, il faut avoir des clients, des vrais clients, il faut que ça fonctionne. Je vais repasser la parole à Charles Degan sur la question des investisseurs français. Est-ce qu'ils ont une préférence pour les startups françaises ? Les business angels français ont une préférence pour les startups françaises, oui, bien sûr. Après, ça change. Je veux dire, plus on monte en moyens de financement et en tour de table, plus les investissements se font à l'international. Mais pour l'amorçage, le côté local
culturelle, on va dire, et proximité culturelle entre l'entrepreneur et le business angel est primordiale. Un business angel, qu'il soit français ou ailleurs, il va vouloir investir dans des boîtes près de chez lui, avec des entrepreneurs dont il parle la langue, dont il est proche culturellement, sauf exception évidemment, mais si, je veux dire, les business angels français, à 90%, ils investissent dans des boîtes françaises. Il y en a de temps en temps qui investissent à Londres ou, je sais pas, en Belgique ou aux États-Unis, mais en grande majorité, c'est quand même dans des boîtes françaises et c'est vachement important parce que c'est ça qui nourrit aussi cet écosystème français, quoi. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on pourrait craindre que finalement on ait recours à des investissements plus faciles sur des boîtes étrangères. Est-ce que ça pourrait devenir un job à plein temps d'être business angel, Thomas? Pas du tout. Non, mais ça dépend du caractère de chacun. En tout cas, moi, je pourrais pas. Au bout d'un moment, tu as besoin. Parce que si quand tu es business angel, tu as beau être très actif, c'est pas ta boîte. Donc, tu fais pas les choses. Tu peux donner autant de conseils que tu veux. Tu peux voir aussi les gens faire des bêtises ou à l'inverse, avoir raison quand on est en désaccord. Mais tu ne fais pas les choses. Donc, ça dépend du caractère de chacun. Il y en a qui peuvent partir vivre sur un bateau. Bon. Mais je pense que le matin, c'est bien de se lever avec un projet, une vision, une envie de travailler, de faire quelque chose dans le monde. Donc, je me vois pas du tout passer ma vie à faire ça. Voilà. Et vous, Charles? Ouais, je suis un peu d'accord, hein. Moi, j'ai besoin d'avoir un projet de vie aussi. Et être business angel, c'est bien beau, mais effectivement, on n'est pas dans le quotidien des startups. On les aide au travers des coups de pouce, des réunions, etc. Mais c'est vrai que c'est pas nous qui allons exécuter à leur place ce qu'il faut faire. Donc non, moi, je suis assez d'accord sur le fait. Qu'est-ce que vous apprenez de cette activité d'investissement? Déjà, on apprend à connaître un petit peu mieux un nouveau secteur, un nouveau domaine, une nouvelle technologie. Donc ça, c'est assez enrichissant personnellement, puisqu'on peut l'appliquer aussi dans son quotidien. Donc moi, en tant que salarié, j'en fais bénéficier sur certaines choses, notamment les process, les bonnes pratiques que peuvent avoir les startups en interne. Je les partage. Et puis, il y a l'aspect réseau. Moi, j'insiste là-dessus. Quand on sort d'école, ce qui nous manque énormément, alors sauf si on a fait une école de commerce, mais c'est le réseau. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que des startups qui peuvent ne pas avoir de tech, ou en tout cas très mal aboutis, avec le réseau, font des miracles. Mais quand je dis des miracles, c'est le simple fait de trouver des investisseurs facilement, ou alors de trouver des premiers clients. C'est un vrai tremplin. Et ça, c'est quelque chose, quand on est business angel, qui nous est apporté un peu naturellement sur un plateau. On va donner le mot de la fin à Charles Degan. Moi, quand je vois ce plateau, je me dis c'est génial, il y a une forte vitalité de cet écosystème. C'est aussi l'idée que vous en faites? Moi je suis pas surpris parce que ça fait quelques années quand même que je suis dans ce milieu-là, donc mais ça n'empêche que ouais, bien sûr, je trouve ça top, ça bouillonne, c'est des gens qui ont énormément de dynamisme, qui sont des profils, je trouve, vachement enthousiasmants et inspirants pour de futurs entrepreneurs, donc non, franchement c'est que du bon, quoi. Eh ben super, félicitations pour ce top 10 des investisseurs de moins de 35 ans. J'espère qu'on aura tous commencé à comprendre un peu comment vous fonctionnez et quel est votre moteur pour accompagner et soutenir la French Tech. Merci à tous, merci Charles Degan d'Angel Square, merci donc à la nouvelle génération de Business Angels, Charles Baldet de NeoBrain et Thomas Rebaud de Miro. Nous, juste après la pause, on s'intéresse au business, non pas Angels, mais au business du gaming et à ses perspectives pour 2021. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président, fondateur de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous nous proposez une rétrospective 2020 avec des chiffres marquants et puis également quand même un peu une perspective sur 2021. Oui, alors dans cette chronique, on va parler un peu chiffres. Et les chiffres sont toujours importants pour comprendre les positions et les intentions des acteurs du secteur du jeu vidéo. Mais on va essayer de faire didactique, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, la taille du marché vous faites confiance. Des jeux vidéo, 170 milliards en 2020, selon le cabinet Newzoo. C'est tout simplement gigantesque. Première industrie culturelle du monde. Si on la compare à l'industrie culturelle de la musique fait 20 milliards de dollars en 2020. Vous voyez, ça inclut tout, hein. Ça inclut les ventes de disques, ça inclut le streaming, ça inclut les concerts, ça inclut tout. Le livre fait 40 milliards de dollars et le cinéma fait 40 milliards de dollars, grosso modo. Ce qui veut dire que l'industrie du jeu vidéo, c'est plus que
la somme de ces 3 industries en taille de marché. C'est gigantesque. Alors 170 milliards, on ne se rend pas compte de ce que ça fait exactement. Moi, pour me rendre compte de ce que fait 1 milliard, je convertis ça en secondes. Je sais ce que fait 1 seconde. Donc 1 milliard de secondes, c'est presque 32 ans. 170 milliards de secondes, ça fait 5587 années. C'est juste gigantesque. C'est gigantesque comme la taille du marché de l'industrie des jeux vidéo. Je ne trouve rien d'autre à dire que gigantesque. Alors c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas du jeu vidéo, mais des jeux vidéo, parce qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo. Évidemment, il y a les jeux mobiles, il y a les jeux sur PC, il y a les jeux sur console, et tous ces jeux-là, tous ces types de jeux-là n'ont pas le même temps d'idéation, n'ont pas le même temps de développement, n'ont pas le même marketing, n'ont pas la même relation avec les joueurs, et in fine, n'ont pas le même temps de vie. Mais ça, alors, il y a eu énormément de bouleversements ces 10 dernières années, notamment il y a 10 ans, le jeu sur les mobiles était regardé un peu comme le parent pauvre des jeux vidéo, mais ça a bien changé, notamment avec l'apparition des smartphones, des téléphones sur lesquels on pouvait programmer des choses un peu sympathiques, et donc des jeux. Et regardez, si le nombre de téléphones vendus dans le monde à peu près stagne tous les ans, on est aux alentours de 2 milliards, la part de smartphones augmente très fortement, évidemment, depuis 10 ans. Et aujourd'hui, enfin en 2020, il s'est vendu 1,7 milliard de smartphones, 1,7 milliard d'occasions d'atteindre des joueurs pour les éditeurs de jeux. Donc vous voyez, c'est quand même un potentiel énorme. Et donc du coup, on est passé dans le jeu mobile de parents pauvres à focus, voilà, autour du jeu mobile. On peut aussi jouer sur les tablettes. Et l'année dernière, il s'est vendu environ 140 millions de tablettes, ce qui est quand même assez intéressant. Côté des ordinateurs, il s'est vendu 200 millions de PC, dont 1 sur 5 est un PC de gamer. Et évidemment, il s'est vendu un certain nombre de consoles, 40 millions de consoles aussi en 2020. Donc vous voyez, 1,7 milliard, 140 millions, 200 millions, 40 millions de consoles, autant une audience pour le jeu vidéo, tout simplement gigantesque. Alors on va faire un petit zoom sur les consoles, si vous me le permettez. Avec plaisir, parce qu'on aime bien les consoles. Alors comment se répartissent justement ces ventes sur console, ces ventes de jeux? Donc, grosso modo, 40 millions de consoles vendues en 2020. Qui est le grand gagnant des ventes en 2020, Delphine, selon vous? Eh bien, c'est Nintendo. Ah bah oui. La grande surprise. C'est pas ce que j'allais dire du tout. 60% de part de marché de vente de consoles en 2020 pour Nintendo et sa Switch. Incroyable. Oui, c'est dingue. Et si on enlève les consoles de nouvelle génération, Nintendo passe même à 80% de part de marché. C'est quand même pas mal pour une console qui est sortie en 2017 et qui fait 1 teraflop, c'est-à-dire une puissance qui est quand même relativement limitée. Alors qu'est-ce qui nous montre en fait ce graphe? Il nous montre d'abord que globalement la vente des consoles, hors annonce next-gen, hors on va dire phénomène tout à fait particulier, il baisse. Et il baisse structurellement et régulièrement. La deuxième chose qui nous montre, c'est que c'est un marché, le marché des consoles, qui est nettement plus petit que celui des PC, qui est nettement plus petit que celui des tablettes, et qui est évidemment plus petit que celui du smartphone. La troisième chose qui nous montre, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste que 3 acteurs, un GAFAM, géant Microsoft, un Sony, dont le jeu vidéo représente que 25% globalement de son chiffre d'affaires, et un qui est spécialisé et qui s'appelle Nintendo. Bref, au global, des dispositifs qui sont à disposition de chacun d'entre nous pour jouer, ce sont des milliards de dispositifs qui sont à notre disposition et qui fait que dans le monde, on peut compter 2,7 milliards de joueurs. Alors là, on a réparti les ventes des consoles. Comment ça se passe au niveau des jeux? Alors les jeux, effectivement, on peut aussi les catégoriser, comme on catégorise les dispositifs. Et l'industrie les a classés en plusieurs catégories. Il y a d'abord les AAA, les AA, les jeux indie, les jeux triple I, le casual gaming, l'hyper casual gaming. En fait, c'est un peu comme à l'école. Quand vous avez fait un bon devoir, vous aviez un A. Quand vous avez fait un mauvais devoir, vous avez un E ou un F. Ben là, c'est pareil. Pour les jeux les meilleurs de la classe, c'est les AAA. Ensuite, il y a les AA, les indies, les indépendants, les meilleurs dans les indépendants, les triple I. Alors, juste pour terminer, je voudrais juste te dire que les AAA correspondent non seulement à une qualité de jeu, mais aussi à des investissements. Et grosso modo, on va dire que l'investissement dans un jeu AAA, en termes de développement, c'est en moyenne 100 millions de dollars et c'est autant en frais marketing. Voilà.
Et alors, quels sont ces jeux AAA qui ont particulièrement bien tourné en 2020 ? Écoutez, on a joué à des merveilles en 2020. À commencer par l'excellent The Last of Us Part 2 qu'on a découvert, d'ailleurs, qui était jeu de l'année l'année dernière. Moi, j'ai adoré Microsoft Flight Simulator X, Assassin's Creed Valhalla, Half-Life Alyx, Animal Crossing, évidemment, sur Nintendo, qui est sorti en 2020. World of Warcraft Shadowlands, qui était une extension qui, pour le coup, est vraiment top aussi. EA Squadrons, dont on a déjà parlé dans ses chroniques, dans le monde Star Wars. Et puis, on a vécu des choses exceptionnelles dans le monde Fortnite, notamment avec le concert de Travis Scott en juin dernier, qui était juste sublimissime. Et puis, moi, j'avais envie aussi de parler de 2 petits jeux, qui ne sont pas des AAA, pour le coup, Delphine, mais moi, j'ai adoré Among Us, qui est un petit jeu de mobile qui vient maintenant sur les consoles et sur les PC. Et j'ai bien aimé Fall Guys aussi, qui est une espèce d'interville un peu renouveau, qui change un petit peu le genre des jeux vidéo. Quant à moi, j'ai aussi rejoint en 2020 à Red Dead Redemption 2 et à GTA V, que je considère comme 2 jeux intemporels. Voilà. Alors, on a dit quand même qu'on parlerait un peu de 2021, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on attend en particulier cette année au niveau des jeux ? Alors, en 2021, on va aussi trouver de très très grosses franchises. On attend God of War Ragnarok, Halo Infinite, Horizon Forgotten Worlds, Monster Hunter, Resident Evil, Gran Turismo 7, The Lord of the Rings, Lego Star Wars, bref, énormément d'exclus. Plutôt des exclus PlayStation d'ailleurs que des exclus Microsoft, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'on n'attend pas grand-chose pour le coup sur Nintendo. Bref, on devrait avoir en 2021 de très gros jeux, des jeux qui devraient être sublimés par nos consoles nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X, évidemment, à condition de pouvoir en trouver et s'en procurer. Merci beaucoup, Voilà, Guillaume Monteux de Gatsby. À suivre, la découverte d'un nouvel exosquelette, un exosquelette de la main. À quoi ressemblera demain ? Alors, chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec ces innovations qui pourraient changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, c'est un exosquelette que vous nous proposez de découvrir. Oui, et souvent ces exosquelettes sont destinés en général à la rééducation de patients. Alors celui-là ne fait pas exception. Aujourd'hui, il est destiné aux patients victimes d'un AVC. Parce qu'il faut savoir qu'en France, la plus première cause de handicap acquis chez un adulte, c'est l'AVC. Parce que souvent, on en garde des séquelles, comme par exemple des difficultés à saisir un objet. Et c'est là précisément que va intervenir cette technologie que je vous présente aujourd'hui. Elle se compose d'une main articulée, d'un exosquelette, avec un bracelet connecté et un sac à dos qu'on va pouvoir mettre sur le dos, évidemment, pour être équipé. C'est une équipe de chercheurs suisses qui a construit cet exosquelette. Et comment va-t-il accompagner le patient dans sa rééducation ? Alors, l'exosquelette, en fait, va insuffler la force qui manque au patient. C'est-à-dire qu'il va accompagner les mouvements pour rééduquer les muscles, réapprendre aussi à la main à faire des mouvements avec une certaine force. Donc, pour ça, on va attacher le module, l'exosquelette en lui-même, sur la main du patient avec des petites lanières en cuir. Et puis, on va venir installer un bracelet avec des capteurs et un sac à dos. Et alors, pour que ça fonctionne, il va falloir faire simplement des mouvements avec sa main, et le bracelet qui sera positionné juste ici va capter ces mouvements. Vous le savez, quand on bouge les doigts, on peut le sentir au niveau de l'avant du bras. Ces informations que va capter le bracelet, il va les envoyer par signal électromagnétique dans le sac à dos. Le sac à dos va traduire cette information et donner l'ordre au moteur de s'activer. Parce que dans le sac à dos, il y a le système électronique qui anime cet exosquelette. Il y a aussi les moteurs. Et donc les moteurs qui sont reliés avec un petit câble à l'exosquelette vont s'activer et vont faire réagir en fait les ressorts qui vont tout simplement animer la main. Donc en fait c'est assez simple comme fonctionnement. On capte le mouvement ici, on renvoie l'information et on tire sur les ressorts comme ça qui vont faire bouger la main. Ça veut dire quand même qu'il faut partir d'un minimum de force musculaire pour activer cette force de l'exosquelette. Oui, c'est important qu'on insuffle assez de force effectivement dans ce mécanisme-là. Et c'est le cas ici, selon les chercheurs. L'exosquelette applique une force de 6 newtons par doigt. C'est-à-dire, en fait,
pour être clair, que l'exosquelette pourra couvrir 80% des mouvements du quotidien. Très rapidement, sa composition, comment est-il fait? Alors, on a eu besoin d'un objet le plus léger possible, donc on a décidé d'utiliser l'impression 3D avec une technique nouvelle, c'est le SLS, le frittage sélectif par laser, et c'est une société allemande qui s'en est occupée. Et donc, résultat, avec cette technique, on obtient une main qui ne pèse plus que 148 grammes. Selon les constructeurs, c'est beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est une information qu'on ne peut pas vérifier, évidemment. Et le grand avantage de la 3D, c'est aussi la personnalisation. Grâce à un algorithme développé par les constructeurs, en quelques clics, on peut adapter la construction de cet exosquelette à la taille de la main du patient. Merveilleux. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup à suivre. 4 jeunes pousses innovantes. On change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, cette découverte d'une nouvelle génération qui investit les jeux vidéo, qui investit aussi le monde du business angel. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Il y aura d'autres surprises à suivre. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles discussions sur la tech.